Notre prise de parole, elle a été pour dire et rappeler quelque chose qui nous paraît essentiel, c'est que les lois de la répression ne restent pas inusitées. Et que tant qu'un certain nombre de délits continueront à exister dans notre droit, par exemple, des délits qui ont été introduits sous l'ère sarkozyste, tant qu'ils continueront à exister, eh bien il y aura des gouvernements, des ministres de l'Intérieur, des procureurs pour les mettre en œuvre, et que cette loi, en l'occurrence, qui a été appliquée ce jour-là, c'est une loi du 2 mars 2010. Et cette loi, elle a créé 2 infractions pénales. 2 infractions pénales qui ont un mode opératoire très similaire et qui permettent effectivement à l'État, à un moment, de mettre en œuvre une démarche d'intimidation contre un mouvement de contestation politique. Ce sont des infractions qui sont indifférentes aux dommages. Il n'y a aucun dommage causé dans ces infractions pénales. C'est des infractions purement putatives. Ce qui était susceptible d'advenir à l'occasion de ces faits. C'est bien ce que dit le fait que dans chacune des infractions, il est question du but, mais pas de la conséquence. Et l'attroupement se fait en vue de la préparation de dégradation et de violence. On est face à des faits matériels qui sont d'une banalité confondante. Le fait matériel de l'intrusion, c'est l'intrusion. D'accord, donc des gens sont entrés dans un établissement scolaire. Le fait matériel de la participation à un attroupement en vue de la préparation ou de dégradation ou de violence, ce sont des faits licites. C'est des éléments qui vont être effectivement des objets qui vont être dans un sac à dos, une façon d'être habillé, le fait d'avoir été présent à tel endroit. Mais il n'y a jamais en soi, dans ces infractions, d'éléments illicites. Sinon, ils auraient été poursuivis sur la base d'une autre infraction pénale. Et donc, on a un fait matériel absolument banal, aucun dommage, et une concentration de la justice sur une dimension purement intentionnelle, complètement évanescente. Puisque l'intention, elle va simplement résulter de la présence dans un groupement. Elle va résulter du fait qu'on était là. Et ça, c'est une rupture très profonde avec les règles du droit pénal. Et c'est une évolution, malheureusement, du droit pénal qui n'est pas nouvelle, je le dis, la loi date de 2 mars 2010, mais qui se diffuse. Et c'est aussi contre ce mouvement-là qu'il faut lutter, notamment en prenant appui sur ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, il y a un objectif politique à l'utilisation de ces infractions et une instrumentalisation du droit pénal à des fins de maintien de l'ordre. Je crois qu'il faut dire aujourd'hui que dans l'intervention policière, le résultat pénal final, le fait de savoir si les juges des enfants, dans quelques mois, vont véritablement condamner les personnes qui ont été mises en examen, est absolument indifférent au gouvernement. Peu importe le résultat pénal. Ce qui a été politiquement choisi, élaboré, c'était une volonté d'intimidation. C'était une façon de bloquer et de dissuader des jeunes militants qui se construisent politiquement et dont on peut connaître la fragilité. L'idée, c'est de dire qu'il fallait frapper fort, ça n'est pas nouveau, mais ça sert à clairement rompre un mouvement. Il y a une volonté politique derrière. Cette volonté politique, elle s'était manifestée, par exemple, dans une circulaire du ministère de la Justice du 20 septembre 2016. On était au moment de la loi travail, au mois de septembre, donc plutôt sur la fin. Et il y a une circulaire du ministère de la Justice qui crée un véritable vade-mecum de la répression des manifestations. Et dans ce vade-mecum, on a notamment le listing des infractions qui peuvent être utilisées. Et cette infraction de participation à un attroupement en vue de la préparation de dégradation ou de violence, qui était jusqu'à présent beaucoup moins utilisée, elle est au cœur de cette mesure. Mais encore une fois, qu'il y ait des poursuites ou non, et ça a été évoqué notamment sur le fait qu'il y a eu des classements sans suite, ce qui est productif pour l'État dans ses méthodes de maintien de l'ordre, c'est la NAS. C'est le contrôle d'identité, c'est la privation de la liberté d'aller et venir. Et c'est quelque chose qui a été assumé, notamment par le précédent gouvernement, dans le cadre d'une audition devant une mission d'enquête Poplin après la mort de Rémi Fraisse, où on avait des responsables préfectoraux qui disaient clairement « on utilise tous les moyens pour priver les gens d'aller en manifestation. Peu importe l'illégalité en réalité, il y a une indifférence absolue à la légalité. » La garde à vue est utilisée et puis le fichage policier. C'est important de dire qu'effectivement,
empreinte digitale, empreinte génétique, alors même que ces prises d'empreintes sont absolument illégales par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour le fichage disproportionné en matière génétique. Toutes ces techniques sont assumées comme un moyen de maintien de l'ordre, assumées politiquement et dans un contexte dans lequel, après 2 années d'état d'urgence, finalement, la façon dont l'État conduit son rapport au maintien de l'ordre, c'est de penser que plus il habituera les citoyens à cela, plus il pourra aller loin à terme dans la répression. Je vais conclure juste sur le fait que ce qui me paraît essentiel, au-delà de la dénonciation de ces éléments-là, c'est combien est-ce que ça montre la nécessité d'éveiller de manière générale les consciences sur l'importance des mobilisations sur les lois pénales. La garde à vue, dans le cadre de la garde à vue, il n'y a pas d'accès au dossier. C'est ça la loi en France aujourd'hui. L'avocat n'a pas accès au dossier. Et ça, c'est une revendication qui peut être portée. Dans le cadre de la garde à vue, lorsque les policiers appellent la famille pour donner les informations, ils n'ont pas besoin de dire pourquoi la personne est en garde à vue. Ça, c'est la loi et elle peut changer. Dans le cadre de la garde à vue, le fichage génétique est quasi systématique. Mais c'est encore une question politique et c'est dans la loi. Le dépôt au tribunal, le fait de rester 20 heures au dépôt du tribunal de Paris et dans certains tribunaux de région parisienne, c'est pareil. C'est une mesure qui est une mesure effectivement scandaleuse parce qu'on voit bien qu'il y a 48 heures de garde à vue plus 20 heures de dépôt. Et vous savez quoi ? Certains juges interrompent le délai de 20 heures. Et donc en réalité, les personnes restent plus longtemps que 20 heures au dépôt parce qu'ils sont simplement présentés à un juge et ensuite ils continuent. La pratique des déferrements au nom de l'ordre public, y compris pour des mineurs, ce sont des pratiques qui sont quotidiennes au tribunal de Paris, par exemple. Ça va concerner de la petite délinquance de rue, des questions de pur ordre public, mais ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, les citoyens peuvent se mobiliser. La procédure pénale pour les enfants et les adolescents, qui est si proche de la procédure pénale pour les majeurs, c'est la même chose. Ce sont des questions politiques essentielles sur lesquelles il faut se mobiliser aujourd'hui au-delà de la répression contre le mouvement social. Et je veux juste éveiller votre attention sur le fait qu'il y a une réforme de procédure pénale qui est en cours, qui va être examinée au mois d'octobre, qui va notamment faciliter les écoutes téléphoniques, qui va notamment modifier le régime d'intervention des procureurs pour la prolongation des gardes à vue et plein d'autres choses et d'autres dispositions qui peuvent intervenir par amendement. Et donc, je vous invite très solennellement à vous saisir de cette question pénale.